Bonsoir, bonsoir, Muriel Pénicaud, merci d'être avec nous. Vous êtes ministre du Travail, c'est très gentil d'avoir accepté notre invitation. Maintenant d'ailleurs les ministres se déplacent depuis quelque temps, Et oui, on se déconfine. un peu moins de Skype. 8 millions de Français au chômage partiel, 6 millions de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi au mois de mai. Ce sont des chiffres qui ont été communiqués hier. Quel est votre plan secret à vous, ministre du Travail, pour remettre la France au boulot ? Alors d'abord, je crois qu'on peut dire que la décrue du chômage partiel a commencé. Fin avril, c'était 8 600 000 personnes. On n'a pas encore le décompte exact pour le mois de mai. Je sais que ce sera moins, je ne sais pas de quelle ampleur. Mais il faut se dire qu'il fallait absolument faire ça. Hein. Avant de parler du déconfinement et de la reprise, moi je suis très fière qu'on ait en France décidé de mettre en place un système de chômage partiel massif, facile, immédiat, rapide. Ça a sauvé des centaines de milliers, peut-être des millions d'emplois. Il y a 12 millions de salariés qui, au total, en auront bénéficié à un moment ou à un autre, et plus d'1 million d'entreprises. Donc, c'est 6 salariés sur 10 du secteur privé. On n'a jamais fait ça. C'est ce qu'on n'a pas fait en 2008-2009. Là, la crise est encore plus importante. Et ça, déjà, je crois que c'est une première étape qu'on peut dire avoir réussi. Alors maintenant, la reprise, elle se fait progressivement. Elle n'est pas très rapide, mais elle est robuste. Aujourd'hui, les derniers chiffres de l'INSEE, l'estimation, c'est que l'activité tourne à 80% à peu près. Il reste encore 20% à gagner. Ce n'est pas forcément les plus faciles. Et donc, il reste du travail devant nous. Mais je crois que la première chose qui est bien, c'est qu'on travaille en sécurité. Avec le protocole de déconfinement, les 65 guides qu'on a fait avec les professionnels, avec les partenaires sociaux, on peut aller au travail en étant sécurisé. Ici, vous travaillez. Il y a des masques, il y a des distanciations. On est, nous, à la bonne distance, c'est bon. Et c'est vrai dans les usines, dans les chantiers des bâtiments, chez le coiffeur et maintenant dans les bars et restaurants qui rouvrent. Oui, mais pardon, et ça, c'est important parce que c'est la condition de la reprise, c'est de protéger, là, évidemment, la santé des salariés et des clients. Ça, on a bien compris, Muriel Pénicaud. Mais enfin, la question d'Éric, c'était quel est votre plan secret pour remettre la France au travail? Et à mon avis, moi, j'ai pas de plan de secret, mais j'ai plein de plans pas secrets. Pour remettre la France au travail, il faut déconfiner totalement, peut-être. Comment on peut dire aux gens, allez, c'est le moment de retourner au travail, mais les écoles, eux, ne sont toujours pas capables d'accueillir les enfants, tous les enfants d'ailleurs. Comment on fait? D'abord, du point de vue de l'activité professionnelle, à part en Ile-de-France, et j'espère que les nouvelles seront suffisamment bonnes de quelques semaines pour qu'on puisse aller plus loin, à part en Ile-de-France sur l'hôtellerie, le commerce, la restauration, sinon tout est ouvert en France. Mais il y a que 22% des enfants qui sont retournés à l'école. Après, il y a le sujet de l'école. Mais vous savez, l'école, quand on a commencé à dire, quand Jean-Michel Blanquer a dit on va rouvrir les écoles, plein de gens disaient oh là là, non, il faut être prudent. Oui, mais maintenant, on sait qu'il n'y a plus de problème. Alors, maintenant, avec le Premier ministre, vous avez vu, on y va étape par étape. Je sais, on est prudent. Mais quand même, le virus. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop prudent, justement, pour relancer l'économie vite? On peut le savoir qu'après. Et le pire, ça serait de ne pas être assez prudent et de mettre en danger des gens. Donc, on a pris une option de confinement strict et de déconfinement progressif. Donc, c'est le ministre de l'Éducation nationale avec le ministre de la Santé qui doit évaluer à quel moment on peut alléger le protocole pour qu'il y ait un peu plus, pour que les enfants puissent aller à l'école. Vous, à titre personnel, vous militez pour un allègement de ce protocole? Moi, je milite pour qu'on trouve les solutions pour que ce soit en toute sécurité. Mais dès que c'est en sécurité, on peut y aller. Mais il faut vraiment... Vous savez, les coiffeurs, ils ont discuté pendant 1 mois avec leurs syndicats, avec nous, pour trouver la bonne solution. Les écoles, il faut y aller aussi par étapes. C'est frustrant, c'est pénalisant pour la vie économique, c'est vrai. Mais on a quand même choisi de mettre la santé d'abord. Et puis, voilà, c'est encore 4-5 semaines. Je pense que pour la rentrée, la situation sera différente. Muriel Pénicaud, grâce à vos ordonnances travail de 2017, des entreprises peuvent passer des accords de performance collective et donc proposer à leurs salariés des baisses de salaire contre des suppressions d'emplois, pour éviter des suppressions d'emplois. Alors, un accord de performance collective, c'est pas forcément ça. Non, bien sûr. Ça peut être augmenter le temps de travail, ça peut être faire de la mobilité professionnelle. C'est l'idée toute simple qui est le cœur des ordonnances travail que j'ai portées il y a 3 ans et qui a été votée, c'est de dire lorsque l'entreprise, le chef d'entreprise et les syndicats de salariés, de façon majoritaire, sont d'accord, représentent plus de la moitié des salariés, sont d'accord, c'est préjuger un bon accord. Très bien. Alors prenons des exemples concrets. Ryanair, de Richebourg Aéronautique. Eric dit période exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Moi, j'ai regardé ce qui était en train de se préparer. Moi, je vois ça plutôt comme du chantage social. Alors, dans le cas de Ryanair, vous en dites quoi? Dans le cas de Ryanair, je trouve que la méthode n'est pas bonne, l'esprit n'est pas bon, je l'ai dit, parce que ça a été utilisé comme un chantage à l'emploi. Pour qu'il y ait un accord, et que ce soit un vrai accord,
eh bien, il faut qu'il y ait une contrepartie. C'est soit maintenir l'emploi, soit dire quand ça va aller mieux, on va repartager la valeur, on va augmenter l'intéressement et donc on s'y retrouvera. Ça doit être donnant-donnant, un accord. 350 accords, justement, ont été signés depuis 2018. Oui. On peinait tout à l'heure à trouver des exemples où ça s'était bien passé, où l'issue était favorable. Après 6 mois, 8, 10 mois, 1 an, je ne sais pas, où les salariés avaient sauvé la boîte. Si je vous en aurais amené, parce que je ne les ai pas là sous la main, mais si, il y a régulièrement... sinon, ne vous inquiétez pas, il n'y en aurait pas d'autres qui seraient signés. D'accord. Alors après, là, on est maintenant dans une crise d'une ampleur qu'on ne pouvait pas prévoir, qui est immense. Donc on va quand même rajouter un dispositif qui va permettre, je dirais, de sécuriser mieux l'emploi dans des entreprises qui sont en difficulté, mais qui ont un espoir de repartir. Je pense par exemple à l'automobile, à l'aéronautique, au tourisme. Le tourisme, ça repartira l'année prochaine. Cette année, on va faire une toute petite saison. L'année prochaine, on peut avoir espoir de retrouver un tourisme de qualité. Pareil, l'automobile, quand il y aura plus de véhicules électriques, en plus on fait l'offre, on soutient la demande, ça va repartir. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite comme c'était avant. Et donc, on va mettre en place, on l'a annoncé hier, et c'est le fruit de discussions avec les partenaires sociaux, ce qu'on appellera l'activité partielle de longue durée. C'est quoi? C'est un système qui permet, pareil, une négociation d'accord dans l'entreprise. On se met d'accord, par exemple, pour ne pas licencier, réduire le temps de travail, mais quand on réduit le temps de travail, ça réduit le salaire. Eh bien, l'activité partielle permettra de compenser une partie de la perte de salaire. Et moi, je crois beaucoup à ces dispositifs où finalement, on se met à trois, l'entreprise, les organisations syndicales et l'État, pour essayer de sortir de la crise avec le moins de casse sociale possible, le moins de licenciements possible, parce que sinon, si on ne faisait rien, eh bien, on pourrait craindre un tsunami de licenciements. Et là, il faut limiter au maximum les licenciements. Quelques questions sur les indépendants, les PME, les commerçants, les artisans. Si vous voulez, donnons un petit coup d'aile et philosophons quelques instants. Quand on y réfléchit, enfin, philosophons, c'est... Avec plaisir. J'exagère un peu. Dans cette crise, le gouvernement a fait un choix qui est celui de mettre le paquet pour aider des salariés, à travers, bien évidemment, le dispositif que vous avez décrit de chômage partiel. Mais pourquoi, finalement, aider des gens qui sont déjà protégés par des contrats de travail, des CDD, des CDI, et donc par le chômage, alors que, dans le même temps, les plus fragiles des Français, je pense aux commerçants, aux artisans, qui cotisent, mais qui n'ont pratiquement droit à rien, j'allais dire, en tout cas pas grand-chose en matière de chômage. Pourquoi ces artisans, ces professions libérales, ces auto-entrepreneurs qui n'ont droit à rien, pourquoi est-ce que ceux-là, on les a si peu protégés alors qu'ils étaient les plus fragiles des Français face à la crise du Covid-19? Alors, je ne suis pas d'accord avec votre constat. Dans la palette des mesures qu'on a fait pour protéger tous les Français de cette crise qui est arrivée là, comme une vague immense, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, il a mis en place un fonds de solidarité pour les indépendants, exactement, qui a permis à... C'était les 1 500 euros. C'était 1 500 euros, oui. Mais ça peut aller jusqu'à 5 000 euros. C'était pour payer le loyer de la boulangerie, pour payer les factures d'électricité, mais eux-mêmes, les boulangers, ils n'avaient rien. 1 500 euros pour premier coup. Ensuite, ça peut aller jusqu'à 5 000 euros sur la base d'un dossier. Et dans l'hôtellerie, commerce, restauration, on annonçait que ça pouvait aller jusqu'à 10 000. Ensuite, il y a eu report de charges. Et par exemple, dans l'hôtellerie, commerce, restauration, il y a même annulation des charges sociales sur 3 mois. Et il y a les prêts garantis par l'État. Et puis, moi, l'autre jour, j'étais chez un libraire et je suis allée chez le coiffeur. Je sais, il y en a qu'en doute, mais ça m'arrive d'y aller. Et donc, les deux, ils m'ont juste remercier, pas moi personnellement, mais ce que je représente en tant que porteuse du chômage partiel pour le gouvernement, en disant, mais grâce à ça, nous n'avons pas perdu nos 5 salariés, on a pu les garder, nos 8 salariés, on a pu les garder, ils n'ont pas été licenciés, ils sont toujours là, et bien sans le chômage partiel, on n'aurait pas tenu. Donc ça aide aussi l'artisan. Bien sûr, mais vous venez de parler des exonérations de charges. François Asselin, qui est le patron de la CPME, vous a fait une proposition. J'aimerais que vous l'écoutiez et puis après vous réagissez. Nous, ce que nous proposons à la CPME, c'est que toute entreprise qui a une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 50% pendant la période où il a fallu s'arrêter sur les 3 derniers mois, eh bien, qu'elle soit exonérée de charges. Parce que de toute façon, si elle fait moins de 50%, comment voulez-vous qu'elle rembourse ces charges? Combien de temps? Voilà, exonération de charges pendant 3 mois. Alors, d'abord, aujourd'hui, il y a eu le report de charges pour toutes. Comme je disais, il y a certains secteurs en difficulté, où tout le secteur est en difficulté. On fait l'exonération de charges. Lui, je voudrais dire une chose, parce que je connais bien François Asselin. Non mais répondez-lui. Oui, exonération, oui ou non? Est-ce que c'est une bonne idée? Il faut faire la liste de ce qui est le plus efficace. Parce que les mêmes demandent des baisses d'impôts, les baisses de l'action publique de l'État. Donc, il y a un moment donné, c'est pour ça qu'on fait des plans sectoriels.
aider plus ceux qui ont souffert plus. Qui a souffert plus? Il vous dit ceux qui ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires. Justement, mais en général, on les retrouve dans l'aéronautique, l'automobile, le tourisme. Et pourquoi vous ne faites pas du cas par cas plutôt que du secteur par secteur? Madame la ministre, je reviens à la petite question tout à l'heure. Il y a toujours possibilité de faire des examens cas par cas. Vous savez, pour les dégrèvements d'impôts, ça existe. Oui. Mais là, on parle de millions d'entreprises. Donc, la demande, c'est aussi on n'a pas les moyens. Ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas les moyens. Non, pas les moyens. Mais il faut être vite. Pour le chômage partiel, pourquoi moi j'ai dit, on y va a priori et on fera les contrôles après. Parce que sinon, en attendant, il y a des entreprises qui seraient tombées et elles auraient licencié. Et donc, les dispositifs pour être utiles en période de crise, il faut aller vite. On a fait très vite, on a fait l'exonération de charges. Après, donc, quel cas il faut les supprimer? Eh bien, ça se fait dans le cadre des plans sectoriels et ça s'examine, je dirais, au cas par cas sectoriel. Je reviens à la charge. Vous avez aidé les PME, les TPE, bien sûr, à travers ces dispositifs, les indépendants, les commerçants et les artisans. Mais vous avez aidé leurs petites entreprises avec les 1 500 €, en permettant à leurs salariés de continuer à être salariés. Mais eux n'ont pas perçu de revenus pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être 4 mois, parce que là, ils ont du mal à engranger. C'est-à-dire que c'est eux qui sont fragilisés, eux, personnellement. Une dame qui a une agence immobilière à Vesoul, un monsieur qui est cordonnier à Nantes, eux ne perçoivent pas de revenus. Parce que quand vous cumulez les prêts garantis par l'État, les reports de charges, etc., il y en a quand même qui ont réussi à se payer un peu. Vous savez, comparé avec d'autres pays, je crois qu'on est un des pays, il ne faut jamais dire le plus, puisqu'on en trouve toujours un petit pays quelque part qui a fait plus, mais on est franchement le pays qui a le plus protégé tout le monde. Vrai. Et maintenant, le sujet, c'était phase 1. Maintenant, phase 2, on est dans la phase entre deux, où il faut continuer à protéger, mais en même temps, il faut reprendre l'activité. Et puis après, il y aura les plans de relance pour booster aussi, parce qu'il faut rebooster l'économie. Alors justement, les aides prodiguées par l'État, on est tous d'accord, sont parmi les plus généreuses du monde, vous venez de le dire. Le plan de soutien, 110 milliards d'euros. Je ne compte pas les 300 milliards, bien évidemment, de prêts garantis par l'État. Au total, c'est plus de 400 milliards. Plus de 400 milliards. Concrètement, qui va rembourser tout ça? Les contribuables, à travers des impôts qui existent déjà, de nouveaux impôts, puis à partir de quand on va rembourser ces centaines de milliards? Alors d'abord, il y a une partie qui sont des garanties de l'État, mais qui sont utilisées que si l'entreprise devient en défaillance. En fait, pour beaucoup d'entreprises, ça leur permet d'avoir le bol d'air qui leur permet de survivre à cette période, repartir. Donc tout n'est pas de l'argent. Le chômage partiel, c'est une dépense. On ne récupère pas l'argent. Mais quand c'est un prêt garanti par l'État, si ça se passe bien, on le récupère. Deuxièmement, et je crois que là, il faut saluer ce qui se passe au niveau européen. On peut dire qu'on a eu peur un peu tous, en se demandant est-ce que l'Europe serait à la hauteur. Jean Monnet disait, l'Europe, elle est née d'une crise, la guerre, et elle ne se fortifie, elle n'est grande que dans les crises. Là, en ce moment, l'Europe, elle est au rendez-vous. Entre la BCE et la Commission européenne, on a un véritable soutien. Et donc ça va contribuer, parce que finalement, on est dans une démarche où l'Europe protège. Et je crois que c'est important, parce que beaucoup de Français, jusqu'ici, pour eux, l'Europe, c'est un truc techno qui est à Bruxelles, on ne sait pas ce qu'ils font, à part des règlements qui parfois paraissent absurdes. Ils sont parfois nationaux, mais qu'on croit européens. Petite parenthèse. Mais là, on voit que la solidarité européenne, elle est au rendez-vous. Et là, je crois qu'il faut saluer notamment l'accord franco-allemand entre le président Macron et la chancelière Angela Merkel, qui a permis je dirais, qui a encouragé l'Europe dans cette voie. Muriel Pénicaud, il y a quand même un mystère, parce qu'Éric le disait à l'instant, c'est vrai, et on ne peut pas le contester, que l'État français a fait sans doute beaucoup, beaucoup plus que partout ailleurs. Et pourtant, l'exécutif français est sans doute parmi les plus critiqués en Europe. La confiance n'est pas là. Et quand on compare d'ailleurs tous les sondages pays par pays, c'est même l'exécutif français qui subit le plus de défiance de la part de sa population. Comment vous expliquez ce paradoxe? Alors, je crois que de toute façon, c'est quelque chose qu'on compare dans les pays qui est assez fréquent. Enfin, les autres donnent moins et ils sont moins critiqués. Vous donnez beaucoup et vous êtes très critiqués. C'est bizarre. La confiance, c'est pas une affaire de critique. Je pense qu'aussi, peut-être qu'on a un tempérament assez anxieux en France, et puis on attend tout de l'État. Et ça c'est une spécificité un peu française, on attend un peu tout de l'État, donc c'est normal que si on est inquiet et qu'il reste des inquiétudes, on se tourne vers l'État. Par exemple, si je compare à l'Allemagne, le rôle fédéral, par rapport aux Länder, les rôles sont plus répartis. Peut-être, pardonnez-moi, parce que les critiques ne portent pas trop sur le plan économique que vous avez mis en place, mais plutôt sur la gestion sanitaire, peut-être, de cette crise. Sur le plan économique, je trouve que la réponse de l'opinion publique est plutôt positive, de façon générale. Sur le plan sanitaire, elle l'est aussi, mais encore une fois, quand on est passé par des mois où il y a eu angoisse par rapport pour soi, pour ses proches, et il y a encore de l'inquiétude,
eh bien, c'est normal que, j'allais dire, c'est votre émotion, c'est votre vie, c'est la vie de ceux que vous aimez. Je pense que c'est pas un critère simplement, j'ai regardé, j'ai fait les plus, les moins, et je me suis dit, est-ce qu'ils ont fait le travail, quoi. C'est plus profond que ça. Madame la ministre, vos réformes, là, moi j'aimais bien la réforme de l'indemnisation chômage, rentrée en vigueur le 1er novembre dernier, elle plaisait pas beaucoup aux syndicats. Hein. Bon, et vous en pensez quoi? J'étais plus réservé, je dois dire. Et d'ailleurs, tellement réservé que, si j'ai bien compris, elle s'applique plus. Ouais, elle s'applique plus. C'est la fin. La question, c'est est-ce que c'est fini le courage, quoi? C'est la fin des réformes courageuses. Pour le courage, c'est pas le sujet, je crois. On l'a démontré. Non, aujourd'hui, plus exactement depuis hier, le président de la République, avec le Premier ministre et plusieurs ministres, a reçu les partenaires sociaux. Et donc, il m'a confié la mission de mener des concertations sur 5 sujets dans les jours et semaines qui viennent, avec les partenaires sociaux. Une, c'est sur le système d'activité partielle longue durée dont vous nous avez parlé. Dont j'avais parlé. Et du coup, qu'est-ce que devient le système aussi de base? Il y en a une sur l'emploi des jeunes, en plus des décisions très importantes qu'on a prises pour l'apprentissage hier, pour protéger l'apprentissage, pour permettre aux apprentis, aux jeunes, de ne pas être une génération sacrifiée, mais de se dire, moi j'ai un espoir et je peux me former, je peux me qualifier. Ça, on l'a annoncé hier. On prendra d'autres mesures pour les autres jeunes. Aussi sur l'assurance chômage. Qu'est-ce qu'on bouge pas dans ce qu'on avait prévu, parce que le contexte a changé. Alors, c'est pas tout ou rien, mais il y a certainement des choses à bouger, parce que le contexte a changé. Et sur le travail détaché, parce que au moment où il y a autant de chômage qui monte, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire venir autant de travailleurs détachés dans le pays, etc., etc. Donc, on a toute une série de sujets de ce type-là. Puis le dernier, c'est tout ce qui est formation-compétences. Parce que c'est un moment aussi... Il va peut-être avoir un peu moins de travail. C'est le moment, du coup, de se mobiliser sur les compétences de demain. Pour le salarié, ça lui donne une meilleure sécurité d'emploi demain. Et pour l'entreprise, c'est se préparer à l'avenir. Merci beaucoup, Muriel Pénicaud, d'être venue nous répondre à nos questions, à Eric et à moi, ministre du Travail.